Bonjour à tous. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on se pose une question grave et importante. Avons-nous le gouvernement le plus nul au monde pour gérer cette crise du coronavirus? Cette question n'est pas une provocation, je vais l'étayer par des faits très précis et je vais proposer des solutions concrètes pour renverser la situation et améliorer les choses le plus rapidement possible. D'abord, vous le savez, nous sommes le 4e pays au monde qui a le plus fort taux de mortalité par habitant lié au Covid-19. Juste derrière, dans cet ordre, l'Espagne, la Belgique et l'Italie. C'est donc un triste palmarès pour notre pays. Par ailleurs, aujourd'hui même, la Corée du Sud va déjà rouvrir des parcs publics, va rouvrir des centres commerciaux, va abolir certaines règles de distanciation sociale. L'Allemagne aussi va rouvrir des commerces aujourd'hui. Le Danemark, lui, a déjà rouvert ses écoles. Nous prenons donc beaucoup de retard. Je crois qu'une phrase hier en conférence de presse du Premier ministre et du ministre de la Santé, une phrase d'Édouard Philippe, résume la situation de défaitisme en France et de nullité de gestion. Je cite le Premier ministre. « Il va falloir vivre avec le virus ». Vous savez, moi, ça me rappelle une phrase du Premier ministre d'alors, Manuel Valls, qui disait en pleine crise terroriste en 2015, « Il va falloir vivre avec le terrorisme ». Ces phrases sont pour moi le sceau, la marque d'une fatalité, d'un fatalisme, d'un renoncement étrange face au mal qui nous frappe. Et je crois que ce renoncement en France, il se traduit par un flou général sur différents points que nous allons maintenant voir. D'abord sur les écoles. On pourrait se dire, bon, les choses sont prêtes, puisque le président de la République, il y a quelques jours, a annoncé un peu à la surprise générale que les écoles, les collèges et les lycées allaient rouvrir leurs portes en France le 11 mai. Bon, cette décision concerne des millions d'enfants, des centaines de milliers de personnels enseignants, mais aussi des personnels administratifs, des personnels de service. Donc on imagine qu'il y a un plan gouvernemental pré-ficelé. Eh bien non. Eh bien non, nous découvrons jour après jour que le ministre de l'Éducation nationale ne sait pas très bien ce qu'il en est, mais qu'hier encore, le ministre de la Santé et le Premier ministre n'en savent pas plus. Ainsi, Édouard Philippe déclare hier que, écoutez, peut-être que ce retour en classe sera progressif, peut-être qu'il sera une semaine sur 2, peut-être qu'il concernera certaines écoles dans certains territoires, certains départements, certaines régions et pas d'autres. On ne sait pas. C'est un flou général qui n'est pas à même, je le crois, de rassurer les enseignants, les élèves, comme les parents d'élèves. Autre question importante à l'école, y aura-t-il des masques pour tous, élèves comme enseignants, des masques obligatoires ou pas? Là aussi, pas de réponse. Moi, je vous dis ce que j'en pense. Je pense que tant que nous n'avons pas les masques et les tests suffisants, il ne faut pas rouvrir les écoles, les collèges et les lycées et qu'il ne faut pas y envoyer les enfants. Sur la question des masques, alors là, nous atteignons, si vous voulez, l'apothéose du flou général, de ce flou inquiétant de la part du gouvernement. D'abord, il y a eu ces revirements de doctrine absolument incroyables et ces théories qu'on nous a vendues au gouvernement pseudo-scientifique pour masquer, pour cacher une pénurie matérielle, un manque de masques. Ainsi, je vous rappelle que le 13 mars, Édouard Philippe déclarait encore que le masque, ça ne sert à rien, je le cite. 7 jours plus tard, le 20 mars, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, la fameuse, déclarait qu'elle ne savait pas porter un masque. Il ne fallait donc pas en porter non plus dans la rue. Bon, tout ça, c'était du n'importe quoi. Un peu de discours sérieux arrive le 2 avril de la part de l'Académie de médecine qui nous explique que le masque est bien sûr utile, nécessaire et qu'il devrait même être rendu obligatoire pour tous. Où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, on est toujours dans le même flou. Alors qu'il me semble, moi, évident qu'il faudrait rendre le masque obligatoire pour tous, y compris dans la rue et en particulier, par exemple, dans les transports publics. Nous sommes aussi dans le flou sur l'acheminement des masques en France, les importations chinoises et la production nationale. Sur les importations, les 2 milliards de masques commandés à la Chine n'arriveront à ce rythme que dans 2 ans. C'est Mediapart qui l'a révélé et c'est vrai que c'est conforme à ce que nous voyons du point de vue de l'arrivée des cargos remplis de masques en France. Pour la production nationale, le Premier ministre lui-même a projeté les chiffres hier, vous pourrez les retrouver dans sa conférence de presse, et on voit que ça ne démarre pas. Il y avait cette semaine une production de 8 millions de masques par semaine en France, qui est très faible par rapport aux besoins. Mais la semaine précédente, il y avait déjà 8 millions de masques. Et la semaine encore avant, il y en avait déjà 7 millions. Donc en réalité, en 2 semaines, on n'a augmenté que de 14% la production nationale de masques. Bah, écoutez, pour un pays qui est soi-disant en guerre, qui met en place une économie de guerre avec mobilisation générale des troupes, c'est quand même très faiblard. Je rappelle que le Maroc, lui, produit 5 millions de masques par jour, aujourd'hui. En France, en 1 semaine, ça a donc augmenté de 0%. Alors, le Premier ministre nous dit qu'il y en aura 17 millions de produits chaque semaine en France le 11 mai. Ben, je suis désolé, Monsieur le Premier ministre. À ce rythme, nous n'arriverons jamais à 17 millions le 11 mai.
Pourquoi toujours pas de réquisition de toutes les entreprises textiles ou de papeterie spécialisées pour le faire? Pourquoi pas aller chercher les employés, tous les employés, les 103 000 qui travaillent dans le textile en France, mais aussi ceux dont l'emploi a été récemment délocalisé, qui ont encore le savoir-faire, ou ceux qui sont partis en retraite depuis moins de 5 ans? Il y a du monde. Voilà, ça, ces gens-là seraient même volontaires pour le faire. Mais non, ils ne sont pas mobilisés. Nous avons l'exemple effarant d'une PME française dans le département de l'Essonne qui est capable de produire 15 millions de masques par mois. Donc ça veut dire quasiment 4 millions par semaine en plus. Ça serait déjà la moitié de la production nationale actuelle, qui répond aux normes actuelles, aux normes de l'AFNOR, et pourtant son dossier a été bloqué par l'administration française. Alors là, nous avons le sentiment d'avoir le gouvernement le plus nul au monde. Sur les tests, ça n'est pas plus glorieux. Le gouvernement nous dit semaine après semaine, par la bouche de son ministre de la Santé, M. Véran, que nous augmentons notre capacité de test de dépistage du coronavirus. Je vais parler ici que du dépistage. La sérologie, c'est vrai que nous n'avons pas encore toutes les connaissances médicales pour en parler, notamment sur l'efficacité des anticorps. Donc on va rester sur le dépistage, absolument nécessaire en période de déconfinement et même avant, pour préparer le déconfinement, dès maintenant. Si on regarde les chiffres, je suis désolé, ça n'augmente pas. Et on est très à la traîne. En Allemagne, 16 tests pour 1000 habitants. En Italie, 17,7 pour 1000 habitants. En Corée du Sud, 10,1 tests pour 1000 habitants. Aux États-Unis, 8,5. Et en France, seulement 5,1. 2 fois moins que les États-Unis, la Corée du Sud, 3 fois moins que l'Allemagne ou l'Italie. N'avons-nous pas une capacité, là aussi, de stimulation de la production nationale de tests? N'avons-nous pas la capacité d'acheminer ces tests un peu partout dans des points de livraison comme des pharmacies ou certains lieux? Ne sommes-nous pas capables des lieux mobiles sur les parkings ou je ne sais quoi, comme ils le font en Allemagne ou dans d'autres pays? Là aussi, un sentiment de flou et de nullité. Sur les frontières, là, Mediapart a révélé que, c'est tout à fait effarant, le 1er février dernier, tous les pays de l'espace Schengen, dont fait partie la France, malheureusement, bon, tous les pays en tout cas, ont suspendu, 25 pays ont suspendu leur visa avec la Chine le 1er février. Seul un pays, Mediapart le révèle, ne l'a pas fait. Devinez lequel? La France. Mais pour quelle raison? Incroyable. Incroyable. Alors que l'épidémie à l'époque faisait rage, on le sait, en Chine. Aujourd'hui, vous faites le tour de la France métropolitaine. Il y a un pays qui n'a pas fermé ses frontières nationales. Toujours pas aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, c'est la France. Les Allemands, non, vous ne pouvez pas aller en Allemagne aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller en Espagne, vous ne pouvez pas aller en Italie, en Suisse, en Belgique. En France, vous pouvez venir dans l'autre sens. Par idéologie européiste, la France refuse de fermer ses frontières nationales. Alors moi, je le dis très clairement. D'abord, il fallait sortir de Schengen le plus vite possible pour avoir la maîtrise totale de nos flux de circulation de personnes. Mais il faut fermer le plus vite possible nos frontières nationales. Il n'est pas trop tard. Faisons-le dès maintenant. Et de toute façon, il faudra le faire pendant les longs mois du déconfinement. Sur les traitements, je sais bien qu'il n'y a pas de traitement miracle. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement, effectivement, sûr à 100% qui guérit tout le monde. Bon, c'est un fait. Est-ce que d'ailleurs ça existe pour les autres maladies? Je ne sais pas. Je ne suis pas médecin. Mais il se trouve qu'il y a un protocole, celui du professeur Raoult qui dirige l'IHU de Marseille, qui est soutenu par d'autres éminences médicales, qui est critiqué par d'autres. Je ne rentre même pas dans ce débat-là. Mais il se trouve que si on critique le protocole Raoult, vous savez, hydroxychloroquine, azithromycine, alors il faut avoir des billes pour le critiquer. Donc pourquoi ne pas organiser un essai clinique pour le tester dans les conditions préconisées par Raoult? Eh bien non, ça n'est pas fait. Ni dans l'essai Discovery en cours, ni dans l'essai du CHU d'Angers, ni dans les autres CHU de Montpellier ou d'autres. On ne teste jamais le protocole Raoult, c'est-à-dire sur les cas avec des symptômes faibles ou moyens, avant hospitalisation, surtout pas en réanimation parce que ça ne sert plus à rien, dans les conditions prescrites par Raoult avec bien association d'hydroxychloroquine, azithromycine. Ça n'est pas testé. Donc on ne peut pas démontrer ce qu'on veut ou l'inverse de ce qu'on veut, puisque de toute façon on n'essaie même pas de démontrer. Donc ensuite on est d'une mauvaise foi incroyable quand on critique le protocole Raoult alors qu'on ne se donne pas la peine et les moyens de tester son protocole. Donc là aussi, c'est une nullité effrayante. Je dirais même qu'il y a un principe général, c'est le principe d'anticipation. On ne va pas tout faire et tout mettre en place le jour du déconfinement, le 11 mai, ça n'a pas de sens. Si on veut casser l'épidémie et les chaînes de contamination, c'est ce qu'il faut faire, ça s'appelle de la prévention. Surtout quand on n'a pas la capacité de soigner véritablement pour l'instant, efficacement, dans tous les cas, le virus. Alors il faut casser les chaînes de contamination, mais il faut anticiper cela. Et on ne peut pas annoncer qu'on fera les choses pour le 11 mai et qu'on annoncera un plan dans 2 semaines. Ça n'a pas de sens, il faut le faire dès maintenant. Les tests, les masques, les frontières, l'isolement. Prenons la question de l'isolement.
savez, une personne est détectée, elle s'isole soit chez elle, mais avec risque de contamination du reste de la famille, si elle n'est pas seule, soit on la met à l'hôtel. Alors là, il faut trouver des hôtels. Bon, mais ça se fait dans d'autres pays, ça se trouve. Là, rien de près non plus. Et nous apprenons même ce matin sur France Info, par la voix de la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, que peut-être les gens isolés chez eux, donc isolés à l'hôtel, pardon, donc malades, devraient payer leur chambre d'hôtel. Elle n'a pas été capable de dire l'inverse sur France Info quand on lui a posé la question. Elle dit qu'elle ne savait pas que peut-être effectivement les gens devraient payer. Enfin, tout cela est d'une folie totale. Et le fait que ça n'a pas été anticipé est là aussi très grave. Alors à quoi joue-t-il? Il serait temps qu'il se réveille. Il serait temps véritablement qu'il se réveille parce qu'il y a des morts derrière tout cela. Et comment vont-ils affronter la crise économique terrifiante, terrible, avec des baisses de PIB peut-être de 10 points, 12 points qui arrivent? Et la crise sociale qui ne manquera pas d'arriver derrière, et le tourment social, la tourmente qui va vraiment arriver sur notre pays. Comment vont-ils gérer cela? Voilà. Ce sont les questions qu'on se pose. Nous ne sommes pas rassurés et nous demandons au gouvernement soit de partir, d'être remplacé par des gens compétents, par exemple par une dissolution de l'Assemblée nationale, soit de se réveiller et de prendre rapidement les mesures adéquates. Merci.